Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le guide d'après-séance qui va pas être le plus simple à faire puisqu'on va parler du film le plus attendu de cette fin d'année, Avatar de feu et de cendres, le troisième film de la saga lancé par monsieur James Cameron qui est à nouveau derrière la caméra mais aussi une nouvelle fois derrière le scénario, accompagné de 4 autres personnes, ce qui donne un film qui pour l'instant, d'après les retours critiques que j'ai pu voir sur Allociné, après c'est à prendre avec des pincettes, c'est Allociné, mais mine de rien, sont plutôt positifs. Les gens ont apprécié ce film à sa juste valeur. Maintenant, quand on regarde les critiques de nos amis influenceurs sur Internet, les critiques YouTube, la majorité, je dis bien la majorité, je dis pas tout le monde, déteste ce film et trouve même qu'il est aussi mauvais, voire peut-être même plus mauvais que Avatar 2. Quand même. À croire qu'on n'a pas vu le même Avatar 2. Donc, pour ma part, j'ai bien aimé le premier film Avatar. Je le trouve très bon et surtout très cohérent par rapport à notre manière d'être. Ça veut dire que si on allait sur une autre planète et qu'on avait besoin de ressources et qu'on trouvait 3 cailloux qui nous intéressaient, mais que malheureusement un peuple se trouve sur ces 3 cailloux, on serait capable de balancer tout le napalm et toutes les ogives nucléaires pour les exterminer, histoire de récupérer ces 3 cailloux qui nous serviront strictement à rien. Mais c'est notre côté humain, c'est malheureusement notre défaut, hein, on l'a vu avec l'histoire, hein, les Indiens d'Amérique entre autres, et ben voilà, c'est ce qu'on ferait malheureusement si on croisait par exemple le peuple des Na'vi. Alors peut-être qu'on essaierait d'abord de négocier en mode bon les gars, vous enlevez votre pagne et vous dégagez. Eux ils seront en mode what are you doing my friend? Quoi? T'as dit quoi? Tu veux me baiser ma mère? Bah je t'encule. Allez on crame tout, voilà ça serait ça, littéralement. Et donc j'aimais bien cette approche parce que ça correspond bien à nous. Et en plus, le film, mine de rien, même s'il n'est pas bourré d'action, il n'est pas ennuyant, tout simplement parce qu'on voit à chaque fois quelque chose de nouveau. Le fait est qu'on voit une faune et une flore qu'on n'a pas l'habitude de voir. On a aussi la culture Navi avec Eywa entre autres. Et donc à chaque fois, on apprend de nouvelles choses. On apprend leur langage, on apprend leur connexion avec leur fameuse couette qui est vraiment très étrange, on va pas se mentir. Mais ce côté-là, moi, je le trouve plutôt cool et ce qui fait que je me suis pas ennuyé devant le film, alors que pourtant, il est quasiment pas bourré d'action. Enfin, il se passe pas grand-chose. En plus de ça, on a aussi un développement de personnage qui est réussi, qui est cohérente avec, par exemple, Sully, l'ex-militaire qui a dû remplacer son frère décédé pour une mission où il doit justement pénétrer au sein du peuple Navi pour déjà les étudier et puis derrière voir s'il peut pas négocier ou les suriner dans le dos. Sauf qu'à force de les côtoyer et entre autres de tomber amoureux de Neytiri, sa vision des choses, sa vision des Na'vi va changer. Il va s'attacher à eux, il va s'attacher à leur culture, il va même la pratiquer parce qu'il va voir que Eywa finalement existe. Alors certes, on ne la voit pas visuellement, certes, ça donne l'impression que la planète a une conscience et qu'à tout moment elle peut nous attaquer, mais que Eywa existe bel et bien, parce qu'elle peut donner la vie, qu'elle a aussi réuni les créatures pour attaquer les humains, et donc ça a montré à Sully qu'il y a une force inexplicable sur cette planète, et il faut la respecter. Il faut aussi respecter les Na'vi sous peine que ça puisse se retourner contre les humains et contre lui-même. Et c'est pour ça donc qu'il va pratiquer la religion, même s'il va pas se mettre à prier tout le temps et tout, mais il va quand même pratiquer les us et coutumes des Na'vi. Et puis on a aussi Neytiri qui est celle qui n'aime pas spécialement les humains, qui estime qu'elle ne devrait pas être là, mais qui petit à petit, en côtoyant soit les scientifiques ou même Sully, va commencer à tomber amoureuse et à respecter les humains, et qu'elle voit que même au moment où la forêt, son arbre géant se fait détruire et donc elle va perdre tout ce qu'elle a de plus cher en plus de son père de souvenirs, va commencer à avoir de la haine envers les humains, mais pas tous les humains parce qu'elle sait qu'ils ne sont pas tous mauvais et elle va se battre aux côtés de l'un d'eux, donc Sully, et en plus décider de fonder une famille, et donc elle va faire quand même des enfants bâtards, hein, mi-humains, mi-Navi, et donc on sait qu'elle ne peut pas haïr les humains à 100%. Et pourtant, dans Avatar 2, James Cameron nous a prouvé une nouvelle fois que déjà, il ne sait pas faire une bonne suite. Enfin, une bonne suite, si, puisque Terminator 2 est une bonne suite, mais une bonne suite différente. Ça veut dire que si vous regardez Terminator 2, c'est Terminator 1. C'est le même film. À des différences près, bien sûr, mais c'est le même film. Et puis, si vous regardez Avatar 2, c'est Avatar 1. Et si vous ne me croyez pas, je vous conseille de regarder l'excellente vidéo de cinéma de Durandal, le Pourquoi j'ai raison, vous avez tort sur Avatar 2, et il va vous expliquer, point par point, pourquoi Avatar 2, c'est exactement Avatar 1. Mais quand je dis exactement, plan par plan.
les mêmes scènes, la même histoire. C'est juste que visuellement, il y a des choses qui diffèrent. Par exemple, on passe de la forêt à l'océan, on n'a pas le même peuple, on n'a pas les mêmes coutumes, on n'a pas les mêmes croyances, mais pourtant, c'est exactement pareil. C'est le même film. Et ce qui montre donc qu'ils n'arrivent pas à faire des suites différentes. Mais là où dans Terminator 2, ok, c'est pas différent, enfin pas très différent, mais au moins les personnages sont bien mieux développés, là, dans Avatar 2, c'est un échec. Ça n'a aucun sens ce que font les personnages et même leur manière de voir les choses, puisqu'ils se sont littéralement radicalisés. Ça veut dire qu'on a donc un Jake Sully, pardon, qui est donc devenu un Na'vi, qui respecte leur culture, qui croit en Ewa, et qui là dit, bah Ewa, ça n'existe pas, quoi. Bah, il crache à Neytiri que ses croyances sont débiles et que si elle veut se défendre, il n'y a que par elle-même. Ça veut dire en prenant les armes parce que personne ne le défendra. Alors que Eywa les a défendus. Il a vu de lui-même que Eywa existe en redonnant la vie. Et pourtant, enfin en transférant même la conscience de la femme dans le corps d'un Na'vi. Alors qu'à la base, il faut une technologie et tout. Et là, ils peuvent le faire par le biais de Eywa. Donc il l'a vu de ses propres yeux et pourtant là, il remet tout en question. Et il décide de se battre lui-même au point d'endoctriner ses enfants à la guerre, et qu'après il est surpris que ses enfants risquent leur vie, voire même l'un d'eux meurt. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a quand même un Sully qui sait la valeur familiale par rapport à son frère et tout, il sait ce que c'est être un militaire, il sait ce que c'est de défendre ses proches. Et le mec, systématiquement, dès que c'est la merde, il regarde ses enfants, il en choisit un, il fait « Toi, tu vas défendre tes frères et sœurs. Voilà, tu as la responsabilité. Et s'il arrive une couille, tu es le responsable. » Et après, il se barre. Quel parent fait ça? Quel? Moi, personnellement, à la limite, tu demandes à des adultes, genre tu demandes aux autres Na'vi, les gars, protégez mes enfants, on part au combat, nous, protégez-les, et d'accord. Et après, s'il arrive une couille, bon, bah ça arrive. Mais lui, il demande à des enfants, des adolescents, mais des enfants, de se protéger eux-mêmes. Et après, il est étonné qu'il leur arrive des couilles. C'est débile. Et vous voyez, ça, c'est la preuve que malheureusement, James Cameron, des fois, quand il fait une suite, en plus de faire du copier-coller, n'arrive même pas à bien développer ses personnages. Et là, il a fait n'importe quoi. Alors, il n'est pas le seul responsable parce qu'il y avait d'autres scénaristes avec lui, mais c'est quand même lui le chef d'orchestre. C'est lui qui décide. Et quand il a eu le scénario, il s'est pas dit, mais c'est pas normal qu'il fasse ça. Si, vous trouvez ça bien? Ben on laisse alors. C'est débile. Et après, on avait Neytiri, donc pour revenir à elle, qui est devenue une grosse raciste des humains, au point de vouloir tuer Spider. Comme ça, au calme. Son fils adoptif, hein, qu'elle aime à la base, qu'elle respecte un minimum quand même. Et là, tout d'un coup, elle veut le buter. Je sais pas pourquoi, du jour au lendemain, elle veut buter tous les humains. Limite, elle voudrait buter presque Sully, parce que c'est un humain, non? Eh ouais, donc ça n'a aucun sens. Enfin, honnêtement, le développement des personnages dans Avatar 2 est une catastrophe, et c'est ce qui fait que moi, je l'ai détesté. C'est même pas tant ses longueurs, le fait est qu'il se passe rien, parce qu'effectivement, il se passe rien, parce que Avatar 2, c'est tout simplement un documentaire de National Geographic qui nous montre les océans, ce qui est très stylé, c'est magnifique, les effets spéciaux sont dingues, d'accord, c'est beau, mais après, je suis dans un film. Même dans Avatar 1, il y avait plus d'action que ça. Et au moins, dans Avatar, l'action qui va arriver découle de situations qui ont du sens. Là, toutes les situations qui nous amènent à des péripéties ou à de l'action n'a aucun sens, puisque systématiquement, c'est lié à des choix débiles, vraiment débiles, et surtout lié à des kidnappings, puisque dans Avatar 2, on peut le résumer à ça. Personnages qui discutent, qui décident de s'enfuir, ils s'enfuient, ils se font kidnapper, ils arrivent à se libérer, on ne sait comment, mais ils arrivent à se libérer. Sauf que parmi le groupe, il y en a un qui fait un choix à la con de se mettre en danger, donc il se refait kidnapper, donc les autres doivent le libérer. Kidnapping, libérage, kidnapping, sauvetage, kidnapping, on se libère. C'est que ça. Avatar 2, c'est que ça les péripéties. Et donc vous dites bien qu'avec ça, Avatar 3, c'est pas rassurant. Puisque si déjà James Cameron fait du copier-coller avec Avatar 2 de son premier film, qu'est-ce que ça va donner pour Avatar 3? Eh bien malheureusement, c'est pareil. Avatar 3, c'est Avatar 2. Plan par plan. Vraiment, vous allez avoir les mêmes plans. À des différences près, bien sûr, mais c'est à peu près les mêmes plans. On a même le même plan sur le bateau, sans rentrer plus dans les détails. On va avoir presque les mêmes dialogues et on va avoir les mêmes conneries de péripéties en mode kidnapping, libérage, kidnapping, libérage. Je fais un mauvais choix, je me mets en danger, je me fais kidnapper. Heureusement que quelqu'un vient m'aider, mais je me casse, mais je vais me remettre en danger, je me fais kidnapper. Oh bordel! Cameron, je sais pas, tu as dû avoir un traumatisme dans ta vie, tu t'es peut-être fait kidnapper, et donc tu essayes de nous faire passer un message que le kidnapping, c'est douloureux, que c'est pas bien. On le sait tous, il faut pas kidnapper des gens, mais s'il te plaît, il y a moyen d'avoir d'autres péripéties, genre par exemple, je sais pas, des soldats qui enquêtent dans un lieu parce qu'ils sont à la recherche de Sully,
et il tombe nez à nez avec un Navi qui se promenait par là, d'un autre peuple, voilà, il le kidnappe, il le tabasse, il le torture, ils le font cracher le morceau, celui-ci les guide jusqu'à un endroit, et puis de cet endroit, il trouve des traces qui emmènent à Sully, il retrouve Sully, et là, d'accord, mais arrête de faire que du kidnapping basique, ou du kidnapping toujours, essaye de nous proposer autre chose, parce qu'au bout d'un moment, c'est ennuyeux, parce qu'on sait ce qui arrive, et en fait, le problème, c'est que, tout comme Avatar 2, tout est extrêmement prévisible. Il n'y a pas de surprise. On sait ce qui va arriver. Maintenant, pour autant, est-ce que j'ai détesté ce Avatar 3 ? Parce que là, dit comme ça fait pas rêver. Ben oui, parce que il est bien mieux géré en matière de rythme, c'est bien mieux rythmé, c'est bien plus dantesque que ça soit au niveau des péripéties, parce que même si c'est des kidnappings, ça reste bien plus impressionnant. Et surtout, les combats sont bien plus dingues, hein, parce que là, on va vraiment avoir des milliers de créatures, ça explose de partout, enfin, c'est superbe. Et puis en plus, cette fois, on n'a pas qu'un seul décor, cette putain de flotte de merde, on va avoir de la forêt, on va avoir l'eau, on va avoir de nouveaux peuples, avec leur propre lieu de vie, leur propre culture. Donc en fait, on revient un peu à ce qui a fait le charme de Avatar, le premier du film, c'est qu'on ne s'ennuie jamais, parce qu'à chaque fois, on nous propose quelque chose de nouveau, un nouveau peuple, une nouvelle culture, une nouvelle créature, une nouvelle péripétie, même si c'est basé sur un kidnapping, mais quand même, oui, on va avoir des plans similaires, mais comme ils sont un peu différents, ça change et tout. Et surtout, et ça, tant mieux et merci, le développement des personnages est réussi, parce que cette fois, déjà, ça concorde avec la fin de Avatar 2 et leur nouvelle manière de penser. Là, on a donc Sully et Neytiri qui font leur deuil de la mort de leur enfant de Avatar 2. Et à cause de ça, bah forcément, ça crée des tensions au sein du couple, mais au sein de la famille et au sein aussi des autres peuples. Donc ça crée pas mal de tensions, ce qui fait qu'ils font parfois des choix un peu stupides, mais qui correspondent avec ce fameux deuil. Et derrière, ça va amener à une progression dramatique jusqu'à peut-être un vrai changement, mais qui a du sens. Là où dans Avatar 1, il y avait une progression qui avait du sens, et quand on arrivait à Avatar 2, il y avait une coupure nette et une radicalisation dont on ne sait pas d'où ça sort. Alors que là, le changement qui va s'opérer a du sens parce qu'on le voit arriver et que ça marche plutôt bien. Même si je trouve un peu grossier pour Neytiri à la fin, mais ça marche quand même. Donc pour le coup, là, ça m'a vraiment fait plaisir de voir que l'évolution des personnages marche et qu'on a pris soin de faire un vrai développement. Et c'est pour ça que pour le coup, je conseillerais fortement le film, rien que pour ça. Mais je conseille quand même le film, parce que déjà les 3 heures, on les voit pas passer. Alors oui, c'est le plus long de la saga, 3 heures et quelques, mais en vrai, les quelques minutes rajoutées, plus sa mère, ils ne servent à rien, donc on aurait pu s'en passer. Mais le fait est qu'on ait toute cette générosité envers les différents peuples, en différentes créatures, les différents décors, les différents dialogues, les différents personnages, l'évolution, les différentes péripéties, les différents combats, fait que ce 3e opus est largement meilleur que le 2. Bon, c'était pas dur, mais il aurait pu faire aussi mal, voire plus, hein, il aurait pu vraiment se croûter, mais là, il nous apporte un vrai bon film. Honnêtement, je le conseille fortement. Si vous avez détesté le 2 et que vous avez aimé le premier, allez le voir. Si vous n'aimez pas Avatar, je vous conseille pas d'aller le voir, parce que ça reste du Avatar. Mais sinon, allez le voir quand même, parce que vous serez surpris, il n'est pas si nul que ça. Enfin, je comprends d'une certaine manière la haine, parce que ce côté kidnapping est chiant, ce côté aussi des choix des plus douteux, hein. On a quand même un ex-militaire qui a conscience de comment fonctionnent les humains, donc ça veut dire qu'il connaît à peu près leur stratégie, et il sait que par exemple, après Avatar 2, les humains sont en mode chasse. Et donc, ils vont espionner, analyser et chercher la moindre trace. Et donc, oui, si un nouveau peuple montre le bout de son nez de nulle part, ils vont pas être en mode « Ah, bah, c'est un peuple Navi qu'on n'a jamais vu, bon, on regarde à côté ». Non, ils vont forcément regarder. Ils vont tout analyser, chercher la moindre faille qui pourrait amener à Sully. Et donc, derrière, le Gus est en mode « Bon, il faut qu'on se casse. Qu'est-ce qu'on fait ? Petit A, on prend une monture qui peut nous emmener exactement au même endroit, puisqu'on l'a déjà fait la première fois, et nous mettre en sécurité de manière discrète, puisqu'avec une petite monture, on est plus enclin à être discret, on se fera moins repérer. Ou est-ce qu'on prend une énorme monture bien fat, qu'on peut voir à des kilomètres, et qu'en plus, elle est lente du cul ? Bah franchement, on prend cette dernière. Bah oui, c'est logique. Non, c'est débile. De la part d'un ex-militaire comme Sully, ça n'a aucun sens, et c'est ça ce qui pourrait causer la perte de ce Avatar, en tout cas de manière critique, hein, par rapport aux critiques, c'est que, encore une fois, les personnages font
toujours les pires choix. Mais quand je dis toujours, c'est les pires choix. Et on a toujours ce problème que Sully, à chaque fois qu'il y a un danger, met encore plus en danger sa famille en les laissant tout seul en mode les enfants, vous vous démerdez, vous vous protégez, et toi tu seras responsable, et si tu fais de la merde, je te pète la gueule. Voilà, c'est ça. C'est le pire père du monde. Vraiment, ces parents-là sont ignobles. Ils méritent pas d'avoir des enfants. Hein. Putain, je sais pas comment ces enfants-là ne sont... Enfin, vraiment, pourquoi il n'y a pas plus de morts parmi la tribu? Parce que, putain, mais... Voilà, donc c'est ça qui est le plus énervant pour moi, c'est cette répétition des conneries, cette répétition de mettre en danger ces enfants, que eux-mêmes se mettent en danger derrière, il n'y a que des choix stupides. Et donc depuis Avatar 2, c'est vrai que c'est saoulant. Donc pour moi, je pense que c'est ça le vrai problème. Il y a aussi des incohérences sur des fois le choix de certains personnages ou certaines créatures, dont les espèces de baleines qui continuent à en vouloir à Tulkum, je crois qu'il s'appelait comme ça, donc la baleine de Loak, qui a été bannie, tout ça, parce qu'il avait, la baleine avait attaqué des humains pour se défendre, et elle avait prouvé que les humains voulaient faire du mal, etc. Les baleines en sont conscientes, mais sont en mode, oui, mais il faut pas attaquer. Donc on est en danger, j'aurais dû me laisser mourir, oui. Débile. Et ça, c'est les créatures les plus sages et les plus intelligentes. Même plus intelligentes que les humains, que les navires, et même plus intelligentes que nos baleines. Non. Non, c'est pas de l'intelligence, ça c'est de la connerie humaine. Donc pour moi, ces baleines sont l'équivalent des humains, et je pense que c'est des humains réincarnés. Je ne vois que ça, c'est des gros débiles. C'est la preuve, ils se collent des tatouages et des piercings n'importe où, donc c'est bien la preuve que c'est des humains, c'est des débiles. Je m'énerve. Non mais voilà, donc ça, il y a ça. Et autre défaut, déjà le fait est que plan par plan, quand même, donc il y a pas mal de répétitions par rapport à Avatar 2, c'est la fin du film. Cameron, tu nous prends un peu pour des jambons. Tu crois vraiment qu'on y croit à la mort du personnage là? On le voit tomber. On le sait qu'il va avoir une monture qui va le sauver. On sait même de qui d'ailleurs. Donc on sait qu'il reviendra. On sait que ça sera toujours l'antagoniste encore. Et que ça commence à péter les couilles parce qu'au bout d'un moment il faudrait qu'il ouvre les yeux. Je te vois, on te voit tous, tu nous pètes les couilles. Vraiment, c'est le pire antagoniste de l'univers. Le pire. Vraiment, faut arrêter. Et d'ailleurs aussi, pour revenir à monsieur colonel Quaritch, quelle idée de le refaire revenir déjà à la base. Mais alors déjà qu'il apportait rien dans le 2, mais il apporte rien là non plus. Vraiment, il est comme dans le 2 quoi. Il a pas évolué, il y a aucune évolution. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a des personnages, ils évoluent, d'autres ils évoluent pas. Mais quoi qu'il arrive, même si ceux qui évoluent font toujours les mêmes conneries, alors imaginez ceux qui évoluent pas. Ils font toujours les mêmes conneries. Donc bref, c'est un peu dommage. Voilà, il y a quand même des faiblesses. Le film n'est pas parfait. Mais il faut être objectif et il faut aussi relativiser par rapport aux deux. Et quand on voit l'épisode 2, cet épisode 3 est largement meilleur et de très bonne facture. Et c'est pour ça que je lui donne d'ailleurs un excellent 4 sur 5. Honnêtement, j'ai passé un très bon moment. Si j'avais détesté, j'aurais dit que c'est de la sombre merde comme Avatar 2. Hein. Vraiment, là, c'est une chiasse celui-là. Mais là, putain, j'ai passé un moment et je le reverrai avec grand plaisir. Mais faites très attention. Si vous voulez de la pure nouveauté, vous n'en aurez pas. Alors oui, je peux toujours vous dire qu'il y aura le peuple du feu et d'autres clans, mais ça ne suffira pas. Parce que par exemple, le peuple du feu, on voit leurs coutumes, on voit leur lieu de vie, on voit leur culture, mais il manque un peu de développement, vous voyez, il manque un peu plus, mais j'aime bien quand même leur reine, elle est ultra badass, vraiment, elle est même un petit peu excitante. Si j'avais été un Navi, j'avoue que je veux bien qu'elle me mette la fessée, hein. Mais voilà quoi, c'est pas ça qui fera que je vous conseillerais de voir le film. Disons que si vous avez vraiment pas aimé le 2, par curiosité, si vous avez kiffé le 1. Maintenant, si vous n'avez pas trop aimé le 1 et que le 2 vous a pas plu, n'allez pas le voir. Voilà, donc faites quand même attention à vous. Vraiment, gardez ça en tête. Avatar 3, c'est Avatar 2. Plan par plan, c'est à peu près... Il y a de grosses similitudes au niveau de l'histoire. Même la fin, c'est pareil, sauf qu'on... Voilà. En fait, ce que vous avez vu avec certains persos, vous changez les rôles. Ce ne sera pas les mêmes qui font les actes. Il y aura juste un personnage ou deux de plus. Il y aura plus de créatures pendant le combat, mais c'est pareil. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que c'est décevant, parce que l'univers est riche. L'univers qu'a créé James Cameron est incroyable et pourrait donner des films de dingue. Mais malheureusement... Pour moi, James Cameron est un excellent réalisateur. Derrière la caméra, c'est un monstre, il a l'œil, il sait filmer les choses, et en plus de ça, il prend soin de son bébé au point qu'il nous offre des effets spéciaux de dingue. Mais par contre, quand il est au scénario,
Pour moi, je pense qu'il faut pas qu'il soit au scénario. Mais du tout. Qu'ils le relisent derrière pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, qu'il est en mode ok, c'est sympa. Bon, est-ce que vous pouvez pas rajouter plus d'action? Vous pouvez peut-être remettre un peu plus de dialogue s'il est là, d'accord. Mais que c'est pas lui qui écrive. Il est pas bon. Enfin, en tout cas, là, pour moi, il me confirme qu'il est nul à chier, hein, que ce soit dans le 2 et le 3. Même si Avatar 1, il s'en sort bien. Mais alors après, dès que c'est des suites, il est perdu. Il est perdu. Mais avant de conclure cette critique, je dois parler d'un petit détail technique. Si j'en parle à la fin, c'est la raison, c'est que je ne sais pas si c'est lié à mon cinéma, si c'est lié au fait que j'ai vu le film sans 3D, ou c'est juste mon cerveau qui a un grain. Pourquoi je dis ça? C'est que donc je ne supporte pas la 3D parce que je suis presbyte, myope, j'ai hypermétrope, j'ai toutes les merdes dans les yeux, vraiment j'ai des yeux de mort. Donc dès que je regarde de la 3D, je me baffe dessus, mon cerveau grille et je me tape une migraine en quelques secondes, c'est affreux. Même si je porte les lunettes 3D avec mes lunettes de vue, ça ne marche pas du tout, mon cerveau ne le supporte pas. D'ailleurs j'avais vu le film Avatar en 3D, et ben, j'ai vu que même pas 10 minutes, le reste j'ai regardé à moitié comme ça, ou un peu de côté pour voir un petit peu le film, parce que c'était imbitable. Et donc j'ai décidé de le voir de manière classique, donc sans 3D. Et malheureusement, pendant la séance, et je dis toute la séance, hein, pendant tout le film, à certains moments, donc dans certaines scènes, le film accélérait. Et quand je dis accéléré, genre, les personnages bougeaient plus vite, la caméra bougeait aussi beaucoup plus vite. Enfin, il y avait comme une accélération. Genre, on mettait plus de FPS d'un coup. Alors, je vais parler en FPS par rapport aux jeux vidéo, mais c'est comme si on passait de 30 à 60 FPS. T'as l'impression que tu gagnais en fluidité, c'est dingue. Et à des moments, à l'inverse, ça ralentissait. Comme si on perdait des FPS. Et je ne saurais dire pourquoi. Je ne sais pas si les gens de la salle ont eu cette sensation, si c'est que moi, ou encore une fois, est-ce que c'est dû au fait qu'on a vu le film sans 3D, et donc ça a créé ce problème-là, parce que le film était pensé surtout pour la 3D à la base, et donc le fait de retirer de la 3D peut-être accélérer l'image, ou donner une sensation d'accélération. Ou est-ce que c'est tout simplement la salle qui était dégueulasse, et donc la machinerie ne fonctionnait pas très bien, et il y avait un problème avec la caméra, et donc ça a donné cette sensation-là. Mais pour le coup, je sais que ce que j'ai vu, parce que je me suis tapé une migraine assez rapidement, malheureusement. Je n'ai pas pu tanker ce problème de changement de vitesse, parce que pour moi, ça me pose problème. Soit c'est tout le temps à la même vitesse, soit il faut pas changer, quoi. Parce qu'on ne peut pas passer d'un truc ultra fluide à un truc ultra lent, et ainsi de suite. Et ça venait à plusieurs reprises, et même, j'irais même encore plus loin, c'est que vers la fin du film, à plusieurs moments, j'ai eu des sensations de cinématique de jeux vidéo. Alors bien sûr, je sais, tout le film c'est que des effets spéciaux, et des effets spéciaux de dingue, enfin la qualité est folle, enfin là il n'y a rien à dire, encore une fois le travail est splendide, ok. Mais j'ai vraiment cru que l'image avait perdu un petit peu en qualité, et que genre on se retrouvait dans une cinématique du jeu Avatar du Ubisoft. Je sais que je vous dis ça en mode, et là vous allez dire, mais non, mais ils ont pas pris des cinématiques que Ubisoft a tournées parce qu'il y a le DLC par rapport au troisième film qui va sortir. Et donc, Cameron, ils sont pas allés voir, ils ont pas pris la cinématique, ils ont fait, ah, je prends cette cinématique, elle me plaît bien, je la mets dans mon film. Merci les gars pour le travail. Non, mais ça a donné cette sensation. Je vous jure, ce film-là, et c'est la première fois dans Avatar, parce que ça soit Avatar 1 ou 2, j'ai jamais eu ce problème-là, mais dans ce Avatar 3, techniquement, j'ai eu énormément de problèmes, que ce soit à la fluidité, que ce soit même à la qualité d'image, il y avait un truc qui allait pas. Je ne saurais vous dire, donc si par hasard vous avez eu cette sensation, n'hésitez pas à me le dire. Au moins, je me sentirai moins seul. Mais peut-être que c'est juste mon cerveau qui a cramé. Hein. Peut-être que je me baffe dessus en ce moment et je ne le sais même pas. Bon, bref, ça m'a beaucoup perturbé, mais ça m'a pas sorti de film. Je vous rassure, j'ai quand même kiffé. Et c'est pour ça que oui, je l'ai bien aimé. Et je le reverrai avec grand plaisir. Voilà, j'ai pas grand chose à rajouter de plus. Je vais pas faire de partie spoiler parce que j'ai pas grand chose à rajouter. Je pense avoir fait le tour. J'ai essayé de limiter les détails pour pas vous dire à quel moment c'est, ce qu'ils vont faire exactement. Mais oui, effectivement, en vous disant que c'est que des kidnappings, ou que les scènes c'est du plan par plan par rapport à Avatar 2, ou même c'est à peu près la même histoire, forcément ça vous donne déjà un ordre d'idée, mais quand même, il y a des différences, et ces différences vaut le coup d'œil. Enfin bon, voilà qui conclut ce nouveau guide d'après-séance. Je vous dis à très vite, à très bientôt pour toujours plus de vidéos, que ce soit sur YouTube, chaîne principale et chaîne secondaire, sur Twitch. Et sinon, si on ne se croise pas d'ici là, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Allez, ciao ciao les amis.